Day Trading, le podcast. Ces émotions que les marchés nous font vivre. Troisième partie. Bienvenue à tous, troisième d'une série de 3 sur les émotions et le trading, sujet tellement, mais tellement capital et que souvent très négligé, mais nous, on ne le néglige pas ici, on en fait vraiment un centre d'attention. Encore une fois, je suis en compagnie de François J. Dubois, mon mentor et ami. Comment ça va, François, aujourd'hui? Ça va super bien. Toi, Patrick, tu as passé des belles vacances? Oui, c'est vrai. Je suis de retour de vacances, effectivement. J'ai fait un reset de mon système nerveux, donc je reviens plus équilibré et avec une émotion plus stable. J'ai vraiment décroché de tout, incluant mon trading complètement. Donc ça, des fois, c'est difficile. On continue pareil de regarder le marché, mais je me suis vraiment discipliné. Là, j'ai fermé mon TradingView, j'ai fermé tout. Puis là, quand je suis revenu, j'étais prêt. Puis là, je me reviens. Mais on se replonge dans le marché quand on fait ça. On doit se replonger dedans. Mais arrête, là. Tu me dis que tu as fermé TradingView. Tu as été capable de t'abstenir de regarder une cote. Oui, dis-moi que tu as triché une fois. Peut-être une fois. Mais vraiment, oui, j'ai triché. OK, mais quand même, bel effort. Oui. Bel effort. Mais j'ai triché, mais je pense même pas dans TradingView. J'ai juste regardé des prix passés. Là, mais non, j'essaie d'être discipliné puis de plus en plus. Puis je pense que c'est important. Là, je pense que ça fait une différence quand on revient. On est vraiment fresh. Là, on revient puis on est rafraîchi. Puis c'est comme on est prêt à absorber. Mais comme je le dis, il faut se réapproprier le marché. Il faut refaire le tour. Il faut revoir nos tendances. Ça a bougé en une semaine quand même. Là. J'avais un paquet de. Moi, je marque mes tendances. Là, on parlait de billets aujourd'hui. Je marque mes tendances, mes billets. Là. C'est ce que je suis aussi au baissier, mais ça n'avait plus tout rapport. Là. Ça avait changé. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de se replonger dans ça. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a parlé, dans le fond, j'ai parlé de billets, mais on va parler des billets cognitifs. On va parler de ce qui nous habite, dans le fond, les petits défauts qui nous habitent. Mais avant d'aller là-dedans, je veux quand même juste prendre un petit temps pour récapituler ce qu'on a fait jusqu'à présent dans les 2 derniers épisodes. Pour ceux qui ne les ont pas écoutés, on va vous inviter à les écouter parce que c'est très, très pertinent. Là. Donc, on a commencé, dans le fond, en discutant des types d'émotions qu'on pouvait vivre. On a essayé de décortiquer, là, je pense qu'on y est arrivé quand même bien là, à qu'est-ce qu'on peut vivre comme type, que ce soit de l'euphorie à la panique. Là. Et ça, c'était bien. Après ça, on a regardé aussi différentes situations que le marché va nous faire vivre puis qui vont nous ébranler. Que ça soit souvent, ça peut être positif, mais souvent, c'est plus négatif. Là, on va vivre des émotions. Puis après ça, dans l'épisode suivant, on a regardé des pistes de solutions pour être mieux outillés pour gérer tout ça, là, gérer nos émotions. Puis on a même parlé d'alimentation. Puis c'était fascinant, en tout cas pour moi. Là. Puis aujourd'hui, comme je dis, on s'attaque vraiment à un autre pan de notre esprit, là, qui est les biais cognitifs ou ce qu'on appelle des biais de jugement ou de raisonnement. Donc, c'est notre esprit qui nous joue des tours puis qui nous fait agir contre notre intérêt, puis souvent, malgré nous, inconsciemment. Puis l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre comment ça marche, puis ça peut faire la différence entre l'échec et la réussite, d'être capable d'identifier ça puis de voir nos patterns là-dedans, puis on va les regarder. Fait qu'avant d'aller là-dedans, je vais lire sur Wikipédia qu'est-ce qu'un biais cognitif. Donc ici, dans Wikipédia, ça dit « Le biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent même être répétés. Ils peuvent même être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Donc, dans le fond, c'est une distorsion de notre jugement. Puis ça, je pense, François, tu vas être d'accord pour dire que c'est vraiment dangereux, là, distorsionner notre jugement quand on fait du trading. C'est ça. Comme tu dis, c'est vraiment pas bon. Là. On en parlait tantôt, là, mais des fois, ego trop élevé, on se pense trop bon. On déplaire peur de prendre notre perte. En tout cas, on va en jaser, mais oui, c'est destructeur pour le futur trader. C'est ça. Puis là, on va en parcourir quelques-uns. Il y en a plus que ça. Et on va regarder, dans le fond, c'est quoi les symptômes de ça. Puis encore là, des petites solutions pour essayer de
de s'améliorer là-dedans. Et avant d'aller dans ça, ben là, on va faire une plug, dans le fond, encore avec notre ami Michel Villa, là, pour ceux qui ça intéresse ce sujet-là. Dans son livre, il en couvre encore plus, dans le fond, puis il va les réexpliquer à sa façon. Donc, si vous voulez lire ça, c'était Pile et Face. Dans le fond, le livre de Michel Villa, on mettra le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, mais je peux juste le recommander. Moi, je l'ai adoré, ce livre-là. Il a confirmé un paquet de trucs que je réfléchissais dessus ou que j'étais en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment pertinent. Puis, en plus, un livre écrit au Québec. Il n'y en a pas des tonnes non plus de ça. Donc, on commence avec le premier biais psychologique, donc l'aversion à la perte, la peur de perdre, hein, ou plus concrètement, la peur de prendre son stop-loss. Toi, t'aimes ça, les gens qui ne prennent pas leur stop-loss, François? Hein? Oui, c'est mes préférés. Ceux qui suivent les aventures des trading, vous savez, depuis 3 ans que je focus beaucoup sur le stop-loss, mais c'est bon, il faut protéger notre capital. Puis le trading, on va en parler, mais il n'y a pas juste des transactions gagnantes, il y a des transactions perdantes, mais les perdantes, si on les laisse aller, encore là, on peut brûler un compte assez vite, comme on dit. Donc, mais c'est ça, la peur de prendre son stop-loss, on a peur d'admettre qu'on a tort, dans le fond, mais ça fait partie du métier de négociateur. Donc, effectivement, le stop-loss, c'est mon sujet principal. Puis c'est important. Les auditeurs, je veux les brainwasher là-dessus. C'est super important, la protection du capital. C'est ça qui fait que sur la longue run, comme on dit, on va rester profitable et positif. C'est ça, tu sais, puis dans le fond, en résumé, l'aversion à la perte, c'est qu'on préfère éviter une perte à tout prix plutôt que ce que sont concentrés sur la façon de faire des profits. Donc, tu sais, quand on ne prend pas son stop-loss, quand c'est un stop-loss mental, là, c'est là que c'est sournois. C'est ça, oui, exactement. Comme tu dis, parce que des fois, on le voit souvent, même pour les traders expérimentés, puis moi aussi, ça l'arrive encore, malheureusement, éviter de prendre la perte puis focusser sur une prochaine transaction. Des fois, on va laisser courir une perte, puis même c'est minime, mais tu sais, on va attendre. Le fameux « on est patient, ça va remonter ». Des fois, c'est mieux de prendre une petite perte, puis focusser sur une prochaine transaction, parce que laisser dormir notre argent sur une transaction, des fois, on peut récupérer facilement cette perte-là en une journée ou deux. Donc, j'ai déjà vu des traders qui prennent pas de perte ou un titre qui ne bouge pas pendant 2 semaines, mais ton argent pendant 2 semaines n'a fait rien. Donc, des fois, on prend notre perte, une petite perte, puis on recommence, puis on focus sur les prochains profits, les prochaines transactions à faire. Donc, ça aussi, c'est super important. Focuser sur d'autres opportunités, dans le fond. C'est ça. Puis une expression qu'on entend parfois, puis qui est, tant qu'à moi, très dangereuse, là, l'expression qui dit que tant qu'on n'a pas fermé la trade, ben, on n'a pas de perte. T'sais. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que... C'est dangereux, mais c'est tellement pas vrai. Arrêtez d'écouter ce que le monde dit. Quand j'ai pas fermé ma position, j'ai pas de perte. Je comprends très bien qu'est-ce qu'ils veulent dire, que la perte n'est pas matérialisée, mais la perte est là pareil. Si vous commencez avec un compte de 5 000 $ puis sur une perte, vous êtes une perte sur papier parce que vous avez pris une position, puis vous perdez 1 000 $, mais je m'excuse. La perte est là. Elle est bien réelle. Là. Elle n'est pas matérialisée, mais la perte est réelle. Donc, l'expression, tant qu'on n'a pas fermé une trade, on n'a pas de perte, je peux comprendre, mais la perte n'est pas matérialisée, mais elle est bien là, elle est présente. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Si on sort notre bilan, mettons, à ce moment-là, ben, elle va faire partie de notre bilan, dans le fond, puis elle va être là. Notre bilan, mettons que tu me dis, j'étais à 1 000 $ de perte théorique non fermée, mais elle est là quand même. C'est pas un plus dans ton compte. Là. Ben, c'est ça. Quand quelqu'un, mettons, exemple, on a 5 000 $ dans un compte, si tu lui dis, ben, aujourd'hui, tu es à combien? Il ne va pas te dire, je suis à 5 000 $ parce que j'ai pas pris ma perte. Non, si ton compte est à 4 000 $, mais la perte est là. Ton compte est à 4 000 $. Là, donc, la perte est présente. Fait que, bref, c'est peut-être 2 façons de voir ça, mais je crois sincèrement que la façon qu'on pense... c'est la bonne. Mais bref, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Là. Il y a plusieurs types d'écoles de pensée. Oui. Puis une autre façon de voir ça, l'aversion à la perte, c'est aussi quand on a une position à profit. Puis moi, ça, j'ai plus tendance à faire ça, c'est qu'on va fermer notre profit trop tôt par peur de perdre ce qui est déjà gagné. Ça me fait mal. Moi, ça me fait mal plus perdre ce que j'ai déjà gagné que perdre le risque que j'avais planifié au départ.
Ça, c'est personnel, mais oui, c'est une autre façon de le voir aussi. Effectivement, oui. Si je peux rajouter, j'ai cette maladie-là, moi aussi, prendre souvent des profits trop rapidement. Des fois, on ne transige pas notre PNL, on ne transige pas nos profits, on transige le graphique, on transige un titre. Donc, si le graphique dit qu'il y a de la place encore à monter, oui, on peut sortir parce qu'on est satisfait, mais quand même, c'est le graphique qu'on devrait transiger, pas notre satisfaction aux prises de profit. Là, ouais. Mais je peux comprendre, mais si une solution qu'on peut donner, on va en donner des solutions, mais une solution à ça, c'est peut-être de prendre, on va dire, quand on est satisfait, on prend peut-être 50% de profit de notre position, puis le reste, on dit, on s'en tient à notre graphique, et puis... mais bref, oui, c'est un problème de beaucoup de négociateurs ont. Ouais. Oh oui, moi inclus, là, dans le fond, je l'admets. Donc, des solutions, tu l'as dit, mais une solution, tu sais, c'est aussi quand on n'est pas confortable puis on a la peur. Ça, je pense qu'on en a parlé je pense au premier épisode, mais on diminue la taille de nos positions. La formation aussi, continuer à se former pour avoir plus d'expérience, aller en démo, savoir ce qu'on fait, en fait, tu sais, la confiance en soi, faire du backtesting. Donc, tu sais, augmenter la confiance en sa stratégie, parce que tu as la confiance en toi, mais tu as aussi la confiance en ta stratégie. Si ta stratégie, tu y crois, puis tu sais ton taux de réussite avec conviction, tu vas avoir plus tendance à suivre, dans le fond, à aller prendre tes pertes quand c'est le temps. Donc, en résumé, moi, ce que je pense, c'est de dire on doit devenir, avant de devenir un bon gagnant, on doit devenir un bon perdant. Il faut apprendre à perdre pour devenir meilleur à gagner. Ça serait la petite conclusion. L'expression en anglais, on dit « trust the process ». Il faut croire au processus. Une fois que le processus est bien, est établi, la confiance va être là. Puis c'est ça. Donc, trust the process, croire au processus. Parfait. On continue avec un autre billet, le billet de cadrage. Donc, un billet de cadrage, c'est qu'on va se laisser influencer par la façon dont les informations nous sont présentées. Je donne un exemple qui n'a pas rapport au trading, mais un soldat, par exemple, qui va être mort à la guerre, il peut être présenté de deux façons. Il peut être présenté en héros. Il peut aussi être présenté en victime de la folie humaine. C'est deux façons totalement différentes. Il y en a une qui est très positive, l'autre qui est très négative. Donc, dépendamment de l'information donc, elle nous est présentée, on va avoir un cadrage différent. Dans le trading, on pourrait dire aussi, quand on regarde un graphique dans deux unités de temps différentes, là, avec deux tendances opposées, laquelle on choisit. Puis là, François, il y a un bel exemple de ça, de son époque sur le parquet de la bourse. Là. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, en 2021, on va regarder un graphique selon le time frame, selon l'unité de temps qui nous convient. Mais quand j'étais sur le parquet de la bourse, on avait accès à un ordinateur, puis là, on s'imprimait des graphiques. Et puis, c'était le running gag, c'était la farce. Quand on disait à quelqu'un, veux-tu m'imprimer je vais parler à l'ancienne. Veux-tu m'imprimer le graphique de Nortel, pour ceux qui se rappellent de Nortel? Fait que là, la personne disait, veux-tu un graphique bullish ou un graphique bearish? Bref, veux-tu un graphique à la hausse sur Nortel ou un graphique à la baisse sur Nortel? Donc, les graphiques, on peut les faire parler comme on veut. Donc, c'est ça. Il faut s'en tenir à l'unité de temps qu'on transige le plus souvent. Donc, en anglais, on dit « stick to the plan ». Il faut suivre notre plan. Donc, c'est ça. Donc, je vais te laisser continuer avec les autres exemples. C'est ça. Donc, c'est avoir confiance encore là en notre plan puis tout ça. Puis, tu sais, si on est influençable là-dedans, qu'on se laisse facilement convaincre, vous avez du travail à faire sur vous. Là. Apprenez à devenir votre propre conseiller. On poursuit avec le prochain, le comportement moutonnier. Le comportement moutonnier, c'est la mentalité de troupeau. C'est qu'on va suivre les décisions des autres investisseurs sans considérer nos objectifs puis notre plan d'investissement. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre les décisions des autres, mais en étant influençable. Donc, un exemple que je veux donner, c'est quand Fuji fait des calls, il nous envoie des alertes. C'est le fun de suivre les alertes de Fuji, mais il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est mon idéal à moi. Je vais prendre l'alerte, je vais regarder si ça corde avec mon analyse, si je comprends, en fait, le call de Fuji avant de le prendre. Si je ne le comprends pas du tout, si je veux la faire, je vais prendre une très petite position pour me pratiquer, mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'abstenir si ça ne marche pas dans mon plan. Puis si ça marche dans mon plan, là, je vais pouvoir me permettre de le faire, tu sais. Ou un autre exemple, c'est le conseiller financier, par exemple, qui va te présenter un type de placement. Puis là, il va te dire, en ce moment, c'est le plus populaire, tout le monde veut l'avoir, ce placement-là. Est-ce que la raison que vous prenez ce placement-là, c'est parce qu'il est populaire?
Parce que populaire, ça ne veut pas dire que c'est le bon timing. On sait très bien que le troupeau, là, quand il embarque, des fois, il est trop tard. Ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour ça. Donc, c'est une question à se poser. Est-ce que vous essayez de suivre, dans le fond, les stock tweets de ce monde, les trucs qu'on entend, les rumeurs, tout ça, ou si vraiment vous le faites par conviction avec un plan derrière tout ça? Et la solution à ça, c'est le même principe que le billet de cadrage. Il faut devenir meilleur, il faut apprendre à faire l'analyse nous-mêmes. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est faire le parallèle, dire quand on fait de l'analyse technique, ça nous permet, dans le fond, d'avoir la vérité, d'être sûr de ce qu'on fait, au lieu de suivre les troupeaux. Donc, c'est ça. Le prochain, le biais de confiance excessive. Après plusieurs gains consécutifs, quand on a plusieurs gains, on a réussi, puis là, tout d'un coup, l'ego prend le dessus. Oh, j'ai compris comment ça marche la bourse, j'ai fait 7 trades d'affilée qui ont fonctionné. Maintenant, je sais comment ça marche, je vais miser vraiment plus gros maintenant. Est-ce que c'est une erreur, ça, ou c'est un bon plan? Je pense que c'est pas un bon plan, mais c'est classique. Hein? Quand on fait, mettons, toi tu dis 7, là, mais moi je vais dire 3-4 transactions en ligne. Là, après ça, on veut changer nos tailles, on veut grossir, on veut. Puis c'est normal, on veut transiger plus gros. Mais moi, je dis tout le temps au monde, un petit truc, là, si vous êtes, mettons, des négociateurs intra-séance, des day traders, augmentez pas vos tailles suite à un certain succès de 3-4 transactions. Moi, je dis y aller. Il faut y aller relax. Moi, je dis une fois par mois ou une fois par trimestre, peut-être augmenter vos positions. Puis quand on augmente nos positions, moi, on m'a toujours dit ça, puis ça m'a marqué. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps, mais en général, on augmente nos positions d'une quantité que jamais on va revenir en arrière. Oui, des fois, il faut revenir en arrière, mais il faut qu'on augmente nos positions. Exemple, augmentez pas vos quantités de 50%, augmentez peut-être de 10%, parce que ça se peut que vous n'ayez pas des bonnes trades. Donc, après un mois ou 2-3 mois, vous augmentez vos positions de seulement 10%. Donc, ça, cette façon-là, vous allez augmenter progressivement. Parce que si vous passez de 5 000 sur une transaction, après ça, à 7 500, vous avez augmenté de 50%. Donc, si vous avez 3-4 mauvaises transactions en ligne, vous allez toutes récupérer, vous allez toutes redonner les gains que vous avez faits. Mais si on augmente graduellement, ça permet de ne pas revenir en arrière. Donc, ça, c'était une solution personnelle que j'applique. Puis c'est bon dans mon cas. J'imagine que c'est bon aussi dans votre... Ça peut être bon pour vous aussi. Oui. Puis moi, j'ai un billet personnel là, qui n'a pas rapport avec la confiance excessive, mais mon historique fait en sorte que j'entretiens ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai augmenté mes positions, la première trade que j'ai faite, puis je dis à chaque fois, mais l'écrasante majorité du temps, la première trade qui a suivi, ça a été une perte. Fait que moi, c'est comme un billet là, que quand j'augmente mes positions, je me prépare à avoir ma perte. C'est comme la première. Après ça, je peux me reprendre, ça va. Mais comme tu dis, on ne revient pas en arrière parce que là, nos ratios changent. Il faut qu'on continue d'avancer. Donc, un coup qu'on grossit, dans l'idéal, il faut rester à cette taille-là pour que les chiffres marchent de notre côté. Prochain billet, dans le fond, le billet d'ancrage. Le billet d'ancrage, c'est qu'on donne plus de poids à la première information trouvée. Donc, mettons, on lit un article qui va vanter les performances d'un titre ou un nouveau produit ou quelque chose, ou une crypto-monnaie ou peu importe. Mais là, ça devient notre référence, puis on la considère plus crédible que les informations suivantes. Même si on lit d'autres articles qui disent l'inverse, c'est comme si on est pris avec ce premier feeling-là, cet ancrage-là. Puis là, c'est sûr que c'est jamais garanti, là, mais donc ça en est une façon de se leurrer soi-même. Là, puis la solution que moi je vois, là, c'est est-ce qu'on faudrait se poser la question, après avoir contre-vérifié, avant d'appuyer sur le bouton, est-ce que, dans le fond, je suis vraiment objectif dans ma décision ou je me fie à cette information-là qui m'a excité au départ? Parce qu'on en voit tous des nouveaux produits sortir, puis des fois sont alléchants, puis souvent même on ne les connaît pas, ces produits-là non plus. Donc, il faut prendre le temps de les apprivoiser avant de se lancer. Et si on se lance trop vite, parce que là, on a vu une belle nouvelle là-dessus, puis, mais à quelque part, il y a beaucoup de drapeaux rouges quand même, il faut les considérer aussi. Et comme ça, je vois ça. Effectivement, sinon, maintenant, à l'ère de l'Internet, c'est facile. On ne se fie pas à seulement une source. On va sur Google, puis on tape de l'information qu'on recherche, puis on regarde sur les médias les plus suivis. Je ne veux pas dire les plus populaires, mais les plus suivis, les plus crédibles. Et puis, si l'information est confirmée par 3-4 grands médias, qui ne sont pas le propriétaire de la même personne, évidemment, là, mais mettons, on parle de CNBC ou Investing pour la bourse ou Reuters. Si c'est sorti sur ces 3 gros médias-là, souvent,
ça peut confirmer peut-être l'idée qu'on avait à la base. Là. Donc, mais on peut confirmer, autrement dit, vérifier, d'avoir une deuxième source. C'est ça. Le prochain billet, le billet d'autocomplaisance. Dans le fond, c'est l'autocomplaisance, ça, c'est encore l'ego. C'est qu'on va s'attribuer les mérites quand ça fonctionne. Puis quand ça ne marche pas, on va blâmer quelqu'un d'autre ou les éléments externes. Fait que ça, c'est vraiment s'assumer pleinement. C'est incroyable. Dans le fond, c'est ça. C'est parce que là, il y a eu telle annonce économique. Là, ça revirait de bord. Oui, mais puis si ça marchait, je le savais. C'est sûr, c'est moi qui sais lire le marché puis tout ça. Dans le fond, même s'il y a une annonce économique qui s'en vient, tu l'as pris la trade avant l'annonce économique. Tu l'assumes. C'est toi qui l'as fait l'erreur. Prochain billet. Le mythe de la main chaude. La main chaude, hot hands. Donc, ça vient du baseball, là, où, dans le fond, quand on est sur une bonne main et qu'on gagne plusieurs fois de suite, que là, on est comme dans une série de victoires. Donc, la prochaine, elle devrait être aussi gagnante. C'est comme si on se donne une assurance de ça. Fait que dans ce temps-là, on peut tenter de risquer plus, puis en même temps perdre plus. C'est des cas où on se fait jouer le tour encore avec notre psychologie. La solution à ça, c'est toujours considérer les probabilités sur la transaction actuelle. Si ton taux de réussite, c'est 50 %, peu importe si tu es sur une bonne main, ton taux de probabilité, il est 50 %. Si c'est 60 %, il est 60 %. Donc, reste avec ça, sois conscient de ça, respecte tes chiffres, mais encore là, il faut se connaître, il faut avoir nos statistiques en main, il faut être capable d'analyser, dans le fond, nos performances. L'autre billet, c'est l'erreur du joueur ou ce qu'on appelle l'erreur de Monte-Carlo. Donc, on va croire, dans le fond, que les probabilités sont plus de notre côté après une série d'événements consécutifs. Donc, si la roulette, par exemple, au casino, elle est sur le rouge, mais là, à un moment donné, on va dire c'est sûr que les probabilités sont plus fortes que ça soit sur le noir. Donc, c'est totalement faux. Tu peux te faire jouer le tour. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va revenir au noir. C'est sûr, mais c'est quand? C'est quand ça va arriver? T'sais? Donc, est-ce que la prochaine a plus de chances d'être noire? À chaque fois, c'est la même chose. C'est nos probabilités, notre taux de réussite. C'est celui-là qu'il faut considérer. Sinon, pour les amateurs de roulette, vous allez, ça va vous faire sourire. Moi, j'ai déjà été au casino un moment donné assez souvent dans mon jeune temps, et puis jamais joué à la roulette. Puis là, j'entendais du monde dire « Oui, mais le double zéro, c'est pas bon, ça sort jamais. » Mais le double zéro, c'est un chiffre parmi un autre. Là. Il y a une chance sur, je me souviens plus avec les double zéros, une chance sur 36 ou sur 37, mais le double zéro a la même chance de sortir que le fameux 7 chanceux. Donc, il ne faut pas se faire... souvent, le monde est biaisé là-dessus, là. Les probabilités sont là, sont bonnes pour un chiffre autant que pour un autre chiffre. Là. Donc, fermez la parenthèse casino. C'est ça. Même chose dans le trading. Même affaire. C'est ça. Ouais. Ensuite de ça, le billet de confirmation. Ça, c'est sournois. Puis ça, on en voit beaucoup un peu partout dans les réseaux sociaux, dépendamment même de leur opinion. Là, là, je vais faire une petite blague d'actualité, mais quand on fait nos recherches, on va confirmer. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer les informations qui nous sont disponibles pour garder juste celles qui confirment notre hypothèse. Donc, on a une hypothèse en tête, puis là, on se met à faire des recherches, puis on va juste sortir ce qui confirme. On va faire fi des autres. On va être dans le déni, là. Fait que les raisons, mettons, pour le trading, de ne pas faire la trade, on va en faire fi, puis on va se convaincre qu'on a raison en regardant juste les raisons qui fait qu'on veut faire la trade. T'sais. Puis ça, peu importe notre raisonnement, puis peu importe la logique qu'on va y mettre ou la conviction qu'on va y mettre, le marché, lui, il va nous ramener à la réalité parce que c'est lui qui va avoir raison à la fin. T'sais. C'est aussi simple que ça. Donc, ne pas se fier à notre hypothèse de départ. Vraiment, puis ça, la solution que je vois, c'est d'avoir des checklists. C'est un checklist avec 10 points, puis tu peux checker tes 10 points pour dire est-ce que ça confirme, puis est-ce que j'ai la majorité qui confirme ou pas. Tu sais, ça pourrait être une méthode. C'est ça. Comme Patrick dit, avoir une checklist, c'est bon. Puis si je vous ramène à l'époque cannabis, le checklist, c'est plus complexe que de dire j'aime ça, cette compagnie de cannabis-là, ils sont en train de construire une usine à côté de chez nous. Donc, il faut pousser un peu plus que ça. On le voit souvent sur les réseaux sociaux, puis moi, je dis tout le temps au monde, c'est correct pas de conseiller, mais de parler d'un titre, mais
pourquoi toi, tu penses que ça va monter? Donc, tu sais quoi tes checklists? C'est quoi tu as fait comme recherche? Ben, dis-moi, je l'ai acheté parce que je pense que ça va monter, je suis sûr. Le trading, c'est plus que ça, là. Donc, comme Patrick dit, c'est important de faire nos checklists, là. Il y a plusieurs, on pourrait en parler plus tard, là, qu'est-ce qui est important comme checklist quand on veut acheter un titre. Mais bref, il y a peut-être 5-10 checklists à faire qui sont très simples. Beaucoup plus qu'ils construisent une usine à côté de chez nous, puis je pense que ça va monter. La bourse, ça se résume pas à ça. Donc, on en reparlera. L'annonce d'une construction d'usine, en passant, moi, dans le fond, dans la région, c'était à plus petite échelle, mais il voulait construire une usine ou un genre de ferme intérieure là, pour faire pousser leur cannabis. Puis il avait annoncé tout ça, puis ça s'avérait que c'était à quelques kilomètres d'une école. Puis ça, veut pas avec les odeurs, une école secondaire, fait qu'avec les odeurs, puis tout ça, tu sais, il me semble que ça incite les jeunes, tu sais, il me semble que ça n'envoie pas un beau message. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'il y a eu des regroupements de quartiers, puis les citoyens se sont mobilisés, puis ils ont coupé ça, le projet tombé à l'eau. Donc ça, c'est à plus petite échelle, mais tu sais, comme tu dis, quand ils annoncent quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu nécessairement, surtout dans les trucs comme ça, là, de cannabis et autres, là, que c'est comme plus délicat, là, si on veut, là, d'implanter ça quelque part. Là. Ils ont plein d'embûches, ces compagnies-là. Donc, c'est une petite anecdote que je trouvais intéressante. Là. Ensuite de ça, le billet de disponibilité. Donc, ça, c'est un raccourci mental. C'est qu'on va prendre une décision, mais en fonction de l'information qui nous vient le plus rapidement à l'esprit. Fait que là, c'est comme, tu sais, moi, je trouve la situation où c'est le plus sournois de tout ça, c'est quand on a moyennement d'expérience. Puis là, on pense qu'on a de l'expérience, mais là, on se fie sur des données qui nous popent en premier dans la tête. Fait que, tu sais, c'est notre mémoire où, tu sais, je me souviens, telle personne a fait un bon coup sur ce titre-là, donc ça va être bon, le titre est bon. Puis, tu sais, tu avais un exemple de ça, d'un titre qui est bon, mais qu'à un autre moment donné, il n'est pas bon. Ou, tu sais, il faut faire attention à ça, là, ces exemples-là. C'est ça, tu sais, on tourne le podcast aujourd'hui le 31 août. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast, mais le titre, on va dire à la mode des dernières journées, c'est SPRT. Le titre a monté en flèche, puis les fameuses fusées, c'est un titre fusé depuis 2-3 jours. Et puis le monde sur les réseaux, ça s'énerve. Est-ce que le titre va continuer à monter? Qu'est-ce que je fais? Je vends ou est-ce que je n'achète d'autres? Donc, des fois, on se fie sur le passé ou sur qu'est-ce que le monde a fait, mais c'est pas parce qu'une personne a fait de l'argent, mais on va dire intraday avec ce titre-là, que le lendemain, ça va être bon. Donc, si on parle surtout pour le day trading, une journée, ça peut être bon, mais le lendemain, ça peut être catastrophique pour ce titre-là. Donc, il faut faire un peu comme le golf, un reset à chaque jour. C'est une nouvelle journée. Donc, il ne faut pas nécessairement se baser sur les gains passés ou comment une personne a transigé sur ce titre-là. Ça a beau avoir été profitable pour lui, mais ça se peut que ça soit catastrophique pour vous le lendemain parce que le marché a décidé de bouger autrement. Puis c'est pas parce que tu t'en souviens subitement de tout ça que là, tout d'un coup, c'est bon non plus. Tu sais, c'est vraiment... C'est comme si tu te fies à une sorte d'intuition, là, mais tu sais, qui est fausse. Là. C'est comme ça que moi, je le perçois. Le dernier qu'on va couvrir aujourd'hui, dans le fond, ça avance bien. On en couvre quand même plusieurs. Donc, le biais rétrospectif, c'est qu'on va regarder ce qui s'est passé, puis on va se convaincre qu'on le savait avant que ça se soit passé. Puis là, c'est, tu sais, que ça soit une perte ou un gain, on se crée le souvenir qu'on le savait. Ah oui, je le savais que c'était ça, tout ça. Puis ça, c'est vraiment sournois parce que ça nous éloigne de la vérité. Puis on a besoin de quoi pour s'améliorer? On a besoin de la vérité. Puis ça, François, la solution que tu as naturellement, là, que tu incites les gens, par exemple, dans le groupe Facebook ou dans le Club des initiés, c'est de publier l'analyse avant que ça se produise, pas après. Après, c'est facile de dire « oui, je savais », puis c'est trop facile de se convaincre soi-même en plus. Là. Mais je crois que depuis que Day Trading existe, je vais me donner une tape dans le dos. Je pense que le monde du trading a changé au Québec. Non, le monde du trading n'a pas changé, mais peut-être la façon d'apporter nos analyses. Il y a beaucoup de... Si vous surfez sur les internets, souvent le monde montre leurs bons coups. Moi aussi, j'avoue, j'aime montrer mes bons coups. Mais souvent, c'est bien de publier l'analyse avant, pas nécessairement après les faits. Puis si on le fait après les faits, exemple, dans mon cas, moi, je n'ai parlé avant dans le Club des initiés, je n'ai parlé via les hotlists que j'envoie en fin de journée. Mais bref, j'aime beaucoup
publier avant. Puis, tu sais, avant de tourner le podcast, Patrick, on en parlait. Des fois, c'est quand même assez stressant parce qu'on se met, comme on dit, on se met au bat avant le mouvement du titre. Mais bref, c'est ça. C'est bien, je crois. Puis, c'est un bon devoir pour nous aussi de voir, de publier avant notre analyse. Parce que vous allez voir, on voit le avant, le pendant et après. Donc, si vous voulez péter vos bretelles, c'est bien de se péter les bretelles, mais je trouve que c'est important de publier l'analyse avant, pas nécessairement après les faits. Après les faits, moi, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose. Donc, quand vous allez sur les réseaux sociaux, un petit truc, si vous voulez être, pas crédible, mais si vous voulez avoir une certaine notoriété, je vous le dis, annoncez vos couleurs avant. Et puis, le monde va pouvoir commenter, puis ça devient un peu comme dans le club des initiés, puis dans le groupe Facebook des trading. Il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de discussions qui sont constructives. Donc, seulement afficher après les faits, des fois, c'est pas, je trouve que c'est pas très constructif. Donc, c'est bien d'expliquer avant les faits. Oui, puis en fait, ça nous force à travailler notre analyse parce que moi, je trouve ça bien plus douloureux me tromper devant du monde que me tromper tout seul envers moi-même. Parce que quand je me trompe, je la perds pareil, mon argent. Mais si j'ai des témoins, ça fait encore plus mal. Donc, avant de publier ça, je fais mes devoirs, ma checklist, je vérifie comme il faut. Il faut que j'aie une certitude. Tu sais, une certitude, on n'a jamais, là, mais il faut que j'aie comme une conviction dans ce que je publie. Puis, si c'est pas dans un groupe comme ça peut juste d'avoir un ami là, avec qui tu partages ton analyse avant. Là. Ça peut être intéressant là, de juste dire, je vais me commettre. Puis ça, mais moi, je pense, j'y crois, là, on va évoluer en faisant ça continuellement, on va évoluer encore plus rapidement parce que la rigueur qu'on va mettre dans nos analyses va être vraiment plus approfondie que si on le faisait après. Là. Oui. Effectivement, j'aime bien ta dernière intervention. Comme le groupe des trading, on est au-dessus de 10 000. Je crois qu'on est rendu à 12-13 000 membres. Avant de publier un article pas un article, mais une analyse devant 13 000 membres, je vous le dis, c'est un bon travail, c'est une belle façon de se former avant de publier une analyse devant une dizaine de mille de membres. On va faire nos devoirs avant, c'est sûr. On ne va pas mettre un graphique, acheter, ça va monter. Je vous le dis, ça va devenir un réflexe. Vous allez dire, OK, je vais poster cette analyse-là, et puis ce n'est pas des recommandations qu'on fait d'achat ou de vente, mais c'est juste publier une analyse qu'on voit au moment présent, mais pourquoi j'aimerais ça l'acheter, ce titre-là? Pourquoi ça va monter? Puis ça va devenir naturellement. Donc, j'invite les auditeurs à rejoindre la communauté des trading. Vous allez voir, puis publiez-en des analyses, mais avant, puis dites-nous pourquoi vous voulez acheter ce titre-là. Qu'est-ce qui vous intéresse? Puis vous allez faire un travail naturellement sur vous, autrement que dire, achetez ça, le titre va monter, puis tout simplement avec un graphique. Donc, j'ai aimé ta dernière intervention. C'est une belle façon de se former, que ce soit dans un groupe ou, comme tu dis, seulement un ami. Là, regarde ce graphique-là, moi, je pense que ça va monter parce que raison 1, 2, 3, 4, 5. Aussi simple que ça. Donc, c'est beaucoup plus formateur que tout simplement publier après. Oui. Donc, la chose à retenir, là, tout se passe avant la transaction. C'est là, de toute façon, qu'on prend notre décision. Après, c'est passé. Il faut juste accepter qu'on l'ait fait ou non. Donc, on a couvert quand même, je ne sais pas combien, là, mais quelques-uns. Évidemment, il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Là. C'est pour ceux qui trippent sur la psychologie ou le développement personnel. À vous de les explorer. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en conclusion, là, pour être un pro du trading, pour devenir un pro du trading pour ceux qui aspirent à le devenir, il faut devenir le plus rationnel possible. Il ne faut pas y aller juste avec l'émotion. En fait, c'est le danger. Puis ça passe par l'apprentissage de techniques, l'apprentissage sur soi-même. Il faut être capable de s'observer, il faut identifier ses défauts, il faut surtout apprendre à les améliorer. Puis ça va nous faire devenir des personnes plus objectives. Puis par le fait même, on va devenir automatiquement plus performants ou du moins plus en contrôle. Alors, je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin que tu avais envie de dire avant ma maxime finale. Oui, mais loin de nous, on l'a dit au début de cette série-là, loin de nous d'être des grands psychologues et puis des connaisseurs de biais cognitifs, là, mais on connaît très bien notre matière. On vous en a parlé, je crois, de façon très professionnelle. Mais si vous voulez passer à une autre étape dans votre lecture des biais cognitifs, je vous recommande fortement le livre de Michel Villa, Pile et Face. Aujourd'hui,
encore là, je m'étends, mais bref, on parlait de l'analyse technique et moi, je recommandais le livre d'analyse technique de John Murphy. J'ai dit que c'était le père de l'analyse technique. Donc, quelqu'un a dit, tu penses-tu vraiment que c'est le père de l'analyse technique? Puis là, ça m'a mis un doute. Donc, je suis allé sur Google et puis, effectivement, John Murphy est considéré comme le père de l'analyse technique. Mais là, c'est ça. Là, quelqu'un, il dit, oui, mais pour la psychologie, parce qu'on parlait de Michel Villa, il dit, est-ce que c'est le père de la psychologie en trading? Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est le père des biais cognitifs en bourse, mais Michel connaît très bien sa matière, donc allez acheter son livre. Puis si vous voulez sauver la planète, il est en version PDF qu'on peut lire sur Internet. Ouais. Ou sinon, juste lire ses publications, c'est toujours fascinant, puis c'est toujours instructif quand il publie sur le groupe, là. Effectivement. Je termine avec ça, ma petite Maxime. Un trader qui est conscient de ses biais cognitifs garde le contrôle et est un trader heureux. Alors, nous vous souhaitons un joyeux trading à tous.